Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà, donc évidemment, ces quelques notes, alors vous avez entendu un bruit, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Le son ne va pas. Mais si, le son va très bien, c'est simplement la pluie. Une pluie diluvienne dans ce film. Alors c'est un film japonais, vous avez entendu quelques notes japonisantes, et c'est un film de Akira Kurosawa, il s'agit de Rashomon. Alors, je voudrais quand même vous parler un petit peu de Kurosawa, parce que c'est quand même un réalisateur, si vous ne le connaissez pas, faut quand même, quand on aime le cinéma, avoir vu au moins un film de Kurosawa. Alors, il se trouve qu'en 1980, il était à Cannes parce qu'il a reçu la Palme d'Or pour son film Kagemusha. Je voudrais vous citer ce qu'il a dit à cette époque, parce que c'est très intéressant et je trouve que même aujourd'hui, on devrait s'en inspirer. Je cite, « Quand on réalise un film, il faut d'abord se demander comment on s'y prendrait si c'était un film muet. Le cinéma autrefois disait tout en images. C'était ça, le cinéma. Prenons garde à ne pas oublier ses premiers pas. » Moi, je trouve ça génial parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on travaille avec des étudiants, on leur dit on va écrire un scénario. Vous savez ce qu'ils font? Ils écrivent les dialogues. Il n'y a pas d'image, c'est les dialogues. Alors les images ne sont là que pour illustrer un dialogue. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. Donc je trouve que c'était quand même très intéressant d'entendre cette phrase de Kurosawa, parce qu'en effet, le cinéma de Kurosawa, ce sont des images. Alors il ajoute, et ça permet de mieux comprendre peut-être Rashomon et tous ses films, « J'aime les étés brûlants, les hivers glacés, les averses diluviennes et les grosses chutes de neige. Les extrêmes me plaisent, car ils sont une source de vie. » Ben oui, je veux dire, quand tout est raplapla de chez raplapla, il se passe pas grand-chose, évidemment. Voilà. Donc, on l'appelle l'empereur. Alors, c'était un personnage, il est né à Tokyo, il était né en 1910. Enfant, il avait une santé fragile, mais je veux pas vous raconter sa biographie, vous pouvez la trouver n'importe où, vous n'avez pas besoin de moi. En revanche, des petites choses qui quand même nous permettent de comprendre peut-être son cinéma. Son père était un homme très distingué, qui était descendant de samouraï. Il était très ouvert à la culture occidentale et il a amené son fils, donc Akira Kurosawa, très souvent au cinéma. Et donc c'était quelqu'un, comme le sera Kurosawa, c'est un esprit universel, mais profondément japonais. Profondément japonais. Et d'ailleurs, il va se révéler, très vite, spécialiste du cinéma d'action, et je voudrais quand même encore vous citer quelque chose parce que c'était un interview. On lui demande, Monsieur Kurosawa, allez-vous souvent au cinéma? Je vous le lis parce que c'est très intéressant aussi, et ça devrait, pour ceux qui ont envie d'être cinéastes ou qui aiment le cinéma, ça vous aide aussi à analyser les films. Allez-vous donc souvent au cinéma? Oui, très souvent, répond-il, sauf pendant le tournage d'un film. Là, je me cloître. Je laisse tomber presque tous les films qui passent, mais j'en prends bonne note et je me les fais présenter en projection privée. Les réalisateurs qui m'apportent le plus? Parce qu'on lui a posé la question. Il répond, et vous allez voir, on est quand même dans du beau monde. Bergman, Visconti, Antonioni, Fellini, Vajda, John Ford, Richardson, et il termine en disant la nouvelle vague française. En dernier. Bon, on fera aucun commentaire. Alors, il ajoute, parmi les Japonais, depuis la mort d'Ozu et de Mizoguchi, je ne vois plus personne. Le jeune cinéma japonais est trop influencé par les cinémas étrangers, français, italiens. C'est là un danger qui existe. Il est même grave. Je vais vous donner un exemple un peu amusant. Les relations amoureuses sont loin d'être les mêmes au Japon qu'en France ou en Italie. Mais les jeunes cinéastes copient servilement ce qu'ils voient dans les films occidentaux et les spectateurs, à leur tour, imitent ces films dans leur vie réelle. C'est assez comique. C'est toujours Kurosawa qui parle. Moi, au départ, j'avais un fond très solide de culture japonaise. Art, littérature, théâtre et surtout le no. C'est sur cette base japonaise que j'ai été influencé par le cinéma étranger. Cela m'a permis de le juger, d'en absorber ce qui me semblait le meilleur, ce qui me convenait, sans oublier jamais mes traditions japonaises.
Les jeunes réalisateurs aujourd'hui sont totalement dépourvus de cette base de culture proprement japonaise. Or, c'est là ce qui, à mon avis, est le plus important pour faire une œuvre personnelle. Porter en soi ce fond de culture, être enraciné. Écoutez, je pense qu'il faut y réfléchir à cette belle phrase qui est donnée par Kurosawa, surtout aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire, et je ne ferai aucun commentaire. Alors, tous les films de Kurosawa, il y a toujours un acteur fétiche, et là notamment dans Rashomon, le film dont je vais vous parler, qui date de 1950, on y trouve Toshiro Mifune, je sais pas comment on prononce. Et donc, ce film, quand Satyajit Ray, qui est aussi un très grand réalisateur indien qui a fait des choses magnifiques, quand il a vu le film, notamment Rashomon de Kurosawa, il a dit « c'est un choc électrique ». Voilà, je trouve que c'est assez bien vu. Effectivement, si vous voyez le film, c'est un choc électrique. Et Fellini, qui aimait beaucoup aussi les films de Kurosawa, a dit « une maîtrise technique à couper le souffle ». Et c'est vrai que ça amène presque une réalité métaphysique. Oui, il y a dans les films de Kurosawa un dynamisme, en plus une beauté plastique, et tout est dans l'excès. Alors là, je voudrais citer un exégète, un historien du cinéma, que beaucoup de Montpelliérains ont connu, puisqu'il s'agit de Henri Hagel. Henri Hagel a été quand même le premier à voir la chaire de cinéma, et c'était justement à Montpellier. Alors, Henri Hagel, il avait réfléchi dans un certain nombre de livres sur le cinéma, et notamment la vocation mythique du cinéma. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus, parce qu'aujourd'hui, on veut surtout des films réalistes avec des histoires qu'on a vues sur j'allais dire C8. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste un petit clin d'œil. Donc, Hagel, lui, Henri Hagel, c'était un catho de gauche. Il disait que, d'une façon générale, tous les classiques de l'écran se situent sur le même plan que les grandes œuvres d'art dont parle André Malraux dans Les Voix du silence, les voix, évidemment, VOX. Et donc, il citait aussi, puisque je vous disais qu'il était catho de gauche, il citait aussi Pie XI, qui écrivait. Ça, c'est très intéressant aussi. Pie XI. Quand on songe au chemin parcouru depuis ses origines et aux possibilités que lui offre en particulier l'utilisation du symbolisme, on comprend à quel avenir prodigieux le cinéma est promis. Et oui, le cinéma aurait pu être promis à un avenir prodigieux. Je ne suis pas sûr qu'en France nous soyons dans un présent très prodigieux, mais c'est encore un autre sujet. Et en effet, le cinéma peut être une œuvre, c'est le 7e art. Ce peut être une œuvre lyrique au même titre qu'une symphonie ou un poème. Et je pense que le film Rashomon de Kurosawa, c'est un film que l'on peut considérer comme une méditation. Oui, ce film est d'une méditation, ne serait-ce que par la construction du film. C'est un retour. Il y a des évocations de scènes, donc c'est des témoignages, bon ça vous verrez partout le scénario, je vais pas vous en parler, c'est-à-dire que tout se passe au démarrage au portique de Rashomon, c'est un portique. Dans la construction, le réalisateur a réussi à mélanger présent, passé, procès, parce qu'on fait un procès, une femme est morte, un homme est mort, plus exactement, et il va y avoir des témoignages. Et on va s'apercevoir, d'ailleurs l'effet Rashomon c'est ça, autant de témoignages. Personne n'a vu la même chose. Personne ne voit la même chose. Ça, c'est vrai. Personne ne voit la même chose. Et donc là, tout d'un coup, en 1950, quand ce film est réalisé, on est un peu stupéfait, et c'est vrai que c'est extrêmement bien fait. Donc, on est dans une tragédie, et qui va combiner à la fois la solennité et l'excès. Oui, je pense que c'est deux adjectifs qu'on peut donner au film du Kurosawa d'une façon générale, mais notamment à Rashomon. Alors, solennité dans les cadrages, dans certains gestes, dans des ralentissements chorégraphiés, dans le choix de la musique. Alors la musique, c'est vrai que ça nous trouble beaucoup, parce qu'elle a des accents du boléro de Ravel. Vous savez, ce côté très répétitif. Bon, c'est pas le boléro de Ravel du tout, bien évidemment, mais si vous voulez, on est un peu dans cet esprit-là. Et l'excès, alors l'excès, c'est dans une exubérance dionysiaque, une gesticulation avec des bonds, des grimaces, des reptations aussi. Ils sont là au ras du sol, ils avancent.
Voilà, et donc c'est intéressant, et c'est aussi une réalisation qui ne manque pas d'humour. Il y a une chose, quand le bandit découvre, enfin il explique dans son témoignage que tout d'un coup, quand il a vu cette jeune femme qui arrivait avec son mari, elle était sous des voiles, tout d'un coup le désir est monté en lui. Alors, faut voir, il y a une espèce de travelling circulaire. Alors d'abord on le voit, il est couché au pied d'un arbre, et on aperçoit quand on suit son regard qu'il regarde cette jeune femme, quand elle passe près de lui, il y a des gros plans sur ses pieds, sur son visage, qui montrent qu'il se rapproche un peu plus, et puis tout d'un coup le travelling circulaire se poursuit, et là on voit qu'elle part, et là alors vous savez le bandit qui est joué par justement le comédien fétiche de Kurosawa, qui tout d'un coup prend son sabre, qui se dresse, comme vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, voilà, donc c'est assez amusant, mais c'est pas fait pour être drôle, je crois, mais bon, moi ça m'a beaucoup amusé. Donc la caméra s'ajuste aussi à cet excès avec ces travelling dont je vous parlais. Vous avez des travelling qui sont en avant, en arrière, latéraux, circulaires, des plans en plongée, des premiers plans qui grossissent d'ailleurs les objets qui sont en premier plan, qui filmés comme notamment, vous avez un moment, on voit un personnage qui voit le mort. Eh bien, nous sommes derrière le mort, on voit juste les mains, on voit pas le mort, mais on voit juste les mains qui sont dressées un peu raides, etc., etc. Tout ça c'est excessif, effectivement, mais ça a de la gueule, quoi, voilà. Et alors, quant au son, là, évidemment, j'ai envie de dire, non, parlons pas, si, parlons-en. Mais vous avez notamment le bandit qui a un rire, mais excessif, mais c'est aussi dans le théâtre no. Des sanglots de la femme, c'est assez violent. Enfin, voilà. Tout ça est assez formidable, parce que, bon, évidemment, c'est un cinéma japonais. Et oui. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc, on va revenir sur quelques points forts du film. D'abord, ça commence, le film est encadré. Oui, on peut dire que le film est encadré dans l'encadrement d'une porte qui est délabrée, donc je vous ai parlé de la porte de Rashomon, et sur elle s'abat cette fameuse pluie, mais torrentielle, d'une grande violence. Là, c'est une métaphore, évidemment, qu'on pourrait expliquer. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, donc je suis obligé de me censurer. Bon, voilà. Et donc, tour à tour, donc ces trois personnages qui sont là vont décrire la scène avec leur regard, c'est leur point de vue. Ben, c'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est un point de vue. Et donc, seule la nature, extrêmement bien filmée, les éléments, la pluie, le soleil, le vent, disent juste. La pluie, d'ailleurs, elle va se calmer parce qu'à la fin, il y a un bébé qui parle de l'avenir, évidemment, qui est là tout à fait d'une façon inopinée. Quand tout d'un coup, le paysan décide, puisqu'il a déjà 6 enfants, il veut bien partir avec ce bébé qui a été abandonné, la pluie cesse. Et même, vous avez un moine qui dit « Je recommence peut-être à avoir foi en l'humanité ». Donc, vous voyez bien que la pluie, elle est là pour dire quelque chose, évidemment. Elle se calme ou elle est très en colère. Voilà. Donc, le bandit répond à des questions off. Alors là aussi, je vous ai parlé du procès. Donc, effectivement, un homme est mort, il y a un procès. Et donc, on fait venir tous ces témoins pour expliquer ce qu'ils ont vu. Bon, ils n'ont rien vu, non, aucun n'a vu la même chose. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est donc un procès, on voit pas les questionneurs. Ils sont off. On n'entend même pas les questions, on n'entend que les réponses. Ils s'expriment, et même, vous avez le mort qui va venir s'exprimer dans la voix d'un médium. Ça se faisait beaucoup. Et ce médium, c'est d'autant plus troublant qu'il est habillé un peu comme une femme, et comme la femme, justement, qui était l'objet de désir de la part du bandit, etc., etc. Donc voilà, tout ça est troublant, et tous mentent. Et leur récit, on s'aperçoit que leur récit, donc leurs mots, sont beaucoup plus violents que leurs actes. Parce qu'à chaque fois, le réalisateur a fait en sorte qu'on les entend raconter une chose, puis on les voit en train de faire la chose dont ils parlent. Et je répète que leurs actes sont beaucoup plus violents que les récits. Sauf dans la dernière séquence où justement il y avait ce fameux bébé qui va changer leur comportement. Peut-être que le bien serait possible. C'est possible, voilà, et donc le bandit en revanche, lui, restera toujours bandit. Il sort du champ comme il est arrivé dans le champ. Il dit qu'il faut toujours être égoïste. Il l'est, il continue, c'est pas un problème. Et donc sur le langage cinématographique de Kurosawa, quand je disais que le cinéma, le film peut être un poème, on notera la couleur, qui est du noir et blanc. Un noir et blanc qui apporte une profondeur, un mystère, soit de l'opacité, de la surexposition. Je veux dire, c'est magique, c'est magique. Et puis Kurosawa multiplie les points de vue, comme je vous l'ai dit dans les flashbacks.
mais aussi ça apporte une nouvelle version, c'est-à-dire que c'est un récit qui est manipulé par des protagonistes, un peu comme la caméra le fait dans les récits qui sont donnés, évidemment. Et donc l'esthétique souligne aussi tous les points de vue et la complexité, l'ambiguïté entre la réalité et la vérité. Ça, c'est la vraie question du film. Le film, un film, c'est un film de duel, de fuite, de poursuite, dans un univers clos. L'univers clos, c'est la forêt. C'est le lieu de violence, mais c'est aussi un lieu d'initiation. Et d'ailleurs, ici, tout tourne, puisque la forêt peut avoir aussi une valeur féminine. Eh bien, tout tourne autour de cette femme. Avec, autour d'elle, il y a un mari, il y a un bandit, il y a un paysan, un bûcheron, il y a un moine, etc. Et la caméra tourne autour de duos qui se forment et se déforment, se taisent, se combattent. Et donc, l'enjeu est présenté dans ce plan splendide. Cette femme, à un moment, elle est assise par terre au bord de l'eau, mais elle est entourée comme si c'était un papillon dans un cocon. Elle est magnifique, on joue de la lumière, et on va s'apercevoir qu'elle apparaît être très romantique, mais à la fin, en réalité, c'est une femme. Mais on s'aperçoit qu'on croit qu'elle est très romantique, mais en réalité, elle dévoiler au sens strict d'ailleurs, qu'elle est une femme rebelle. Elle va ordonner de tuer le mari. Donc voilà, c'est quand même intéressant cette dualité. Au fond, personne n'est vraiment bon et personne n'est vraiment mauvais. Il y a toujours un peu, pour analyser le film, alors, bon, écoutez, je peux pas tout vous dire parce que sinon il me faudrait 1 heure, parce que c'est un film qui vaut vraiment le détour. Je vous suggère simplement, nous allons écouter un extrait, vous allez entendre la façon dont les comédiens jouent, parce que ça c'est très important, parce que on est dans l'excès, et la solennité évidemment. Écoutez, c'est moi qui vais la donner en vous donnant en traduisant le japonais. Je parle très très bien le japonais, vous allez vous en rendre compte tout de suite. せこの国は一度は王子の小勢にかかるもんと思 Je って sais る。 bien que je vais mourir. 卑怯な隠し立てはせん。 Alors pourquoi mentir? Lequel des trois doit-on croire? J'en sais rien. Rien du tout. C'est ainsi. Les hommes disent tous des choses insensées. On la tue ou on les parle? En vérité, éphémère est la vie humaine, qui ne dure pas plus que la rosée du matin. Voilà, c'est bien, hein? Ah oui, parce qu'en plus là, vous avez entendu que le son. Mais quand vous voyez l'image, vous apercevez qu'il y a comme des cascades. Et ce que je vous disais, c'est tous les points de vue. On est en plongée ou en contre-plongée. Il y a un montage. Le montage est exceptionnel. C'est du grand Kurosawa. Vraiment, donc, si vous aimez le cinéma, si vous avez envie de voir ce que peut être du cinéma, mais réel. Oui, pardon, je sais pas si je peux dire réel. Ce que je veux dire par là, c'est pas des effets spéciaux, quoi. C'est des comédiens qui sautent, qui parlent, qui vivent, qui meurent. Non, pas les comédiens ne meurent pas, mais les personnages. Enfin, voilà. C'est vraiment, voilà. Donc, du grand art. Donc, je vous recommande très vivement ou Rashomon, mais n'importe quel film de Kurosawa, mais en particulier Rashomon, parce que c'est quand même d'une grande modernité, et c'est un film de 1950. Voilà, donc merci Pierre-Jean, et donc on se revoit lundi prochain. Hein.